Bonsoir à toutes et à tous. C'est le dernier débat de ce Paris Air Forum 2021 et nous avons choisi de le consacrer à un thème qui, je crois, interpellera tout le monde. Comment les jeunes voyageront-ils demain? Alors pourquoi vous interpellera? Parce qu'on a choisi de réunir pour ce panel uniquement des jeunes, 6 étudiants qui vont témoigner, qui vont vous raconter, chacun à leur manière, avec parfois, on le verra, des positions assez radicales qui pourront peut-être vous bousculer, certains avec des positions plus nuancées, tous en tout cas passionnés de l'aérien, de l'aviation, de l'aéronautique et tous qui représentent notre futur. Je me présente, Philippe, boomer. Voilà, mais j'ai des enfants qui évidemment s'intéressent eux aussi à l'avenir de la planète et qui ont pour certains votre âge. Alors je vais vous présenter rapidement et puis on va faire ce tour de table tous ensemble. À ma gauche, Morgane Maillet, vous êtes élève pilote de ligne à l'ENAC. On verra vos engagements, mais vous êtes très engagé dans l'aviation et notamment pour les femmes pilotes de ligne, il n'y en a pas tant que ça, on en reparlera. Samuel Burguet, vous avez été lycéen puis BTS au lycée Airbus et vous êtes aujourd'hui étudiant ingénieur aux mines d'Albi et en alternance chez Airbus. Donc vous allez construire les avions, s'il y en a encore qui volent demain, on espère, à la fin de ce débat on en reparlera, qui vont être les avions, je l'espère, on l'espère tous, décarbonés. Coralie Corberan, vous êtes étudiante à l'ESCP, donc en école de commerce, et vous êtes plutôt engagée dans un parcours associatif, on en parlera, dans l'environnement. Ça ne veut pas dire que les autres s'y intéressent pas, mais vous précisez que vous êtes également membre de l'association pour laquelle vous avez organisé un débat sur la finance verte, l'association Noise. Vous en direz plus peut-être tout à l'heure. À ma droite, alors on grimpe encore un cran dans l'échelle peut-être de la radicalité avec Nicolas Bourdeau, qui est étudiant ingénieur à l'ISAE Supaéro. J'allais dire, on peut presque dire, Nicolas, vous êtes un peu un activiste pro-climatique, vous me l'avez dit, donc ça me paraît tout à fait clair. Vous êtes militant dans une association qui s'appelle La Bascule, on en parlera là aussi, et vous avez signé avec d'autres étudiants de Supaéro dans le monde une tribune sur le thème de la décarbonation de l'aérien. Alors, n'est pas présent avec nous, mais je le signale également, parce qu'il n'a pas pu venir à Paris, mais il est sur place à Toulouse, Quentin Barascut, qui est également étudiant à Supaéro et qui est également un étudiant engagé, mais peut-être avec des positions plus nuancées, on vous verra débattre peut-être tout à l'heure. Et enfin, un étudiant étranger, on voulait représenter également par le monde du voyage un étudiant étranger, donc Niccolò Bianchini, comme votre nom l'indique, vous êtes italien. Vous êtes étudiant à Sciences Po et vous avez beaucoup travaillé notamment dans une revue d'opinion qui s'appelle Neos. Vous êtes rédacteur occasionnel, dites-vous, de tribunes sur l'environnement et les transports dans le grand journal italien, notre confrère Il Sole 24 Ore. Voilà, je vous ai présenté tous. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est vous le donner plutôt à vous la parole. Et pour commencer, et je demande aux auditeurs donc d'attendre peut-être ce premier tour de table pour qu'on puisse débattre, mais on va peut-être commencer par vous entendre chacune et chacun. Je vais commencer avec notre élève pilote, avec vous, Morgane. D'abord, pourquoi vous avez choisi ce métier de pilote de ligne? Et puis, est-ce que vous pensez qu'on va voyager, vous-même qui êtes jeune et probablement qui nous transporterait, donc on prendra l'avion peut-être avec vous, différemment et à quel horizon? Moi j'ai choisi d'être pilote, ça fait des années en fait que je rêvais de devenir pilote, donc j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui me fait rêver. Les avions m'ont toujours fait rêver et puis je crois énormément en la richesse qu'apportent les voyages. Donc c'est pour ça que je pense que les jeunes continueront de voyager. C'est sûr qu'il y a une révolution qui se produit avec cette prise de conscience environnementale et cet engagement nouveau des jeunes. Mais je pense que ça va simplement impliquer qu'on va apprendre à voyager autrement, mais qu'on continuera à voyager. Dans la façon dont on vous enseigne aujourd'hui le métier de pilote de ligne, est-ce qu'on vous parle beaucoup de ces questions d'environnement? On en a parlé lors du forum, il y a des nouvelles techniques de pilotage, avec bien sûr assisté avec l'intelligence artificielle, qui permettront de faire des économies de carburant. Donc c'est cette notion de préserver, de l'éco-conduite, si on peut dire, l'éco-pilotage, c'est quelque chose que vous avez
Alors, on ne nous l'apprend pas encore à l'école parce qu'il y a forcément un peu d'inertie. C'est des mesures qui arrivent dans les compagnies petit à petit, donc il y a un peu d'inertie avant que ça arrive dans les écoles. Personnellement, c'est un engagement et c'est un intérêt que j'ai développé moi-même. Donc, mais c'est vrai que ça manque beaucoup dans les écoles aujourd'hui. Après, c'est très fort aujourd'hui dans les compagnies. Donc, les pilotes qui rentrent dans des compagnies, on leur apprend l'écopilotage, on les forme à l'écopilotage pour des raisons environnementales, mais aussi purement et simplement pour des raisons économiques, parce que l'aérien est quand même un des secteurs qui a l'avantage en cherchant à moins polluer, donc en consommant moins de carburant, on fait également des économies financières. Donc c'est un des gros avantages du secteur sur ce point-là. Alors pour faire, comme je l'avais dit, un tour de table un peu sur chacun, comment est-ce que vous voyagez personnellement? Est-ce que vous vous posez la question de prendre l'avion justement? J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui voyage beaucoup, donc ça m'a apporté énormément. Mais comme ça fait à peu près 3 ans que je me pose pas mal de questions par rapport à cet impact environnemental. C'est sûr que je pense qu'en plus avec le Covid, il y a eu une prise de recul. Personnellement, j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai davantage envie de me tourner vers du tourisme plus éco-responsable, plus durable pour essayer de réduire en fait mon empreinte lorsque je voyage sans pour autant m'empêcher de voyager. Est-ce que ça vous conduirait à résister à la tentation de prendre l'avion? Ça dépend de la destination. Ça dépend de la destination. Voilà, en fait, je pense qu'il faut de la sobriété et personnellement, je continuerai à prendre l'avion, mais je me poserai peut-être davantage la question sur est-ce que pour aller par exemple en Italie, est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion là où par exemple pour aller à New York, on ne peut pas vraiment se poser la question. Alors peut-être Samuel, pour continuer le tour de table, vous qui avez choisi aussi ce métier, cette industrie qui a beaucoup souffert, qui se remet beaucoup en question. Comment est-ce que vous vivez vous-même en tant que jeune étudiant à l'école des mines? Alors bon, pour moi qui suis en première année, pour l'instant, l'avenir nous dira encore comment repartira le trafic. Par contre, pour les dernières années d'école d'ingénieur, en effet, il y a eu un petit trou dans le trafic, etc. Et donc ça a impacté les embauches. Par ailleurs, je pense que, comme le disait Morgane tout à l'heure, le tourisme est nécessaire, le transport aérien est nécessaire. Et les gens continueront à avoir envie de voyager et à découvrir de nouvelles cultures, etc. C'est quelque chose qui est inévitable. Alors mettre l'aviation de côté, je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Par contre, voyager de manière plus responsable, ça oui. Trouver des moyens de transport peut-être alternatifs, associer des moyens de transport, le train, l'avion, la voiture en covoiturage. On a parlé de Blablacar tout à l'heure dans des conférences. Voilà, vraiment penser de manière générale à son empreinte carbone. Coralie, peut-être aussi pour nous dire de votre côté, comment vous voyagez vous-même et quelle vision vous avez du voyage pour les jeunes demain? Je pense que la vision du voyage doit changer, la conception du voyage doit changer. Personnellement, je prends beaucoup plus le train. Et en même temps, cette crise de Covid, elle nous a montré à quel point la mobilité, elle était importante, à quel point en tant que citoyenne, en tant que jeune étudiante aussi, on se construit par les voyages. Et donc c'est important de favoriser la mobilité, mais c'est aussi repenser le voyage, repenser la manière dont on voyage. Donc voyager beaucoup plus en train, notamment faire plus de voyages locaux, européens. Notamment, j'ai la chance d'être dans une école européenne, et donc cette visée internationale, elle est hyper importante pour nous. Et donc, on comprend que la mobilité est importante, mais c'est faire mieux, faire plus longtemps et privilégier le bas carbone quand on peut. Et est-ce que justement, vous étiez, je crois, au campus de Madrid, c'est ça? Oui, c'est exact. Vous y êtes allé en avion ou en train? En bus, parce que le train était juste trop cher. Et justement, on pourra en parler plus tard, il faut mettre en place des solutions alternatives à l'avion. Moi, ça a été le bus. C'est un peu fastidieux, mais on s'en sort, donc c'est possible. Alors, Nicolas, avant de revenir sur vos positions, mais déjà nous dire comment vous qui êtes plutôt critique de l'avion, vous percevez aujourd'hui le monde du voyage. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore se dire, après cette crise, que le voyage reste nécessaire, effectivement? Et je crois que vous avez fait un très beau voyage juste avant la crise du Covid aux États-Unis. Est-ce que, finalement, vous vous dites, c'était la dernière fois que je prenais l'avion? Alors, bonsoir déjà. Merci de m'avoir invité. Je pense que oui, le Covid a profondément bouleversé l'imaginaire qu'il peut y avoir autour du voyage. Tous les avions étaient cloués au sol, on est obligé de rester dans son pays. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont redirigé leurs envies vers, comme tu le disais, un tourisme beaucoup plus local, beaucoup plus respectueux. Je pense que ça, c'est un bouleversement qui est à l'œuvre et qui va s'amplifier au cours des années à venir. À titre très personnel, du coup, effectivement,
en février-mars 2020, j'ai effectué un petit peu mon dernier voyage en avion. Moi, je ne prends plus l'avion aujourd'hui. Quand je me déplace sur des plutôt grandes distances, je prends le train. Typiquement, j'avais prévu un Erasmus à Milan que je n'ai pas pu faire à cause de la crise du Covid, donc un peu impacté par cette pandémie, malgré tout à titre très personnel. J'avais prévu d'aller à Milan parce que je pouvais y aller en train. J'aime aussi l'idée de pouvoir me déplacer sur de grandes distances à vélo, de faire du stop, de rencontrer des personnes, de passer du temps dans mes voyages. J'adore les trajets en train en réalité. Voilà. Et donc ce trajet en avion, c'était un engagement que j'avais pris pour porter un projet étudiant. Et donc j'ai tenu à finir cet engagement et à aller jusqu'au bout. Et ça a été quelque chose d'assez difficile en fait pour moi de... Oui, c'est ça, j'allais dire, à titre personnel, ça doit être difficile de se dire c'est la dernière fois que, peut-être, sauf nécessité, que je prends l'avion. Alors du coup, c'était la dernière fois, sauf nécessité absolue, effectivement. Bien sûr. Ce qui était difficile, c'était pas de le prendre une dernière fois, c'était de le reprendre encore une fois, puisque ça faisait déjà 1 an que j'étais dans ces bouleversements-là, et que le fait de prendre l'avion, j'ai conscience de tout l'aspect systémique, de toutes les inégalités qui en découlent, de tout l'impact climatique. Donc c'était vraiment le fait de prendre l'avion qui m'a été difficile finalement. Merci. On continue le tour de table, puis on va revenir dans le débat. Nicolo, vous, comme étudiant étranger, je crois que vous avez vécu en Chine. Donc racontez-nous un petit peu votre rapport au voyage et votre vision post-Covid. Absolument, avec plaisir. Alors, pour moi, les voyages représentent sans aucun doute un peu un monde des opportunités. Bien près du micro. Près de la bouche, pardon, le micro. Est-ce que vous entendez bien ? Très bien. Alors, je disais que les voyages représentent aussi une grande gamme des opportunités. Moi, je ne suis un exemple. J'ai pris l'avion pour venir ici à Paris et participer avec vous à cette conférence en prenant les trains de ma ville, Grosseto, au sud de la Toscane. Il m'aurait fallu 16 heures et il aurait coûté 3 fois de plus. Donc, effectivement, c'est bien d'envisager, de considérer les alternatives, de réduire, d'adopter un peu une façon de voyage très responsable. Mais il faut aussi être réaliste. Il faut aussi penser que, effectivement, les voyages représentent pour plusieurs personnes qui n'avaient pas les moyens, effectivement, de se déplacer, de faire des expériences, de connaître un peu des parties du monde méconnues, quelque chose de très enrichissant, quelque chose de démocratique. Peut-être, on en parlait avant, les 2019 a représenté les moments un peu plus démocratiques dans l'histoire du secteur aéronautique, du transport aérien. Donc on ne verra plus ces genres de prix. Mais moi, je suis toujours un peu preneur pour une accessibilité au voyage, une accessibilité au transport aérien. J'ai fait tout simplement un exemple, si j'ai la chance. On doit avoir un peu une vision globale, justement. On peut prendre un pays dans l'océan Pacifique, un très petit pays, un peu comme Palau, dont donc l'économie, pour 40%, est dépendante du tourisme. On sait que le tourisme représente un peu les 12,3% de l'économie du PIB mondial, beaucoup plus même que l'industrie automobile ou encore que l'entier secteur bancaire. Ces secteurs, notamment à cause un peu de la pandémie, a été extrêmement dommagé. On parle de plus ou moins 62 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Et j'ai fait justement l'exemple de Palau, son président Thomas Bergensen a dit comment effectivement les petits pays a beaucoup souffert. On estime que la moitié plus ou moins des employés dans les secteurs privés ont perdu leur emploi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. Il parlait de comment Palau a effectivement connu un isolement sans précédent. Donc les voyages, et ici bien évidemment on parle aussi particulièrement d'avions, c'est aussi construire des ponts dans les ciels, des liens, donc mettre les gens en contact les unes avec les autres. Et bien sûr, il faut le faire de façon responsable. Bien sûr, il faut absolument éviter des aberrations. Et j'ai fait un exemple d'aberration. C'est une nouvelle tendance en Asie, en Australie, les vols sans destination. Si on part par exemple, ceux qui sont appelés un peu les vols à nulle part. Donc les passagers pour 2 heures prennent l'avion tout simplement pour aller dans l'espace aérien d'un autre pays et après rentrer, avoir accès au duty free pour faire des achats sans les taxes. Donc ça, c'est une aberration. Les navires de croisière qui passent à côté de Venise, c'est une aberration.
Mais il y a effectivement les bons voyages et les mauvais voyages. Les bons voyages, on peut penser effectivement à des alternatives beaucoup plus responsables. Je pense notamment au créateur, un des créateurs des Easy Voyages est un Français, Jean-Pierre Nadir, qui vient de créer par exemple une Move, qui est une plateforme qui effectivement offre des solutions effectivement plus responsables, donc pour l'hébergement, pour les déplacements. Et donc il faut effectivement, oui, innover. Il faut limiter effectivement l'impact, mais pas renoncer au voyage, qui est une opportunité sans précédent. Alors, ce désir de voyage, on va également le mesurer. Alors, je ne sais pas si Quentin Barascu, qui est à distance, peut être avec nous. Je voulais lui donner également, dans ce premier tour de table, la parole. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, Quentin. Donc, peut-être vous demander à vous aussi, qui êtes étudiant également à ISAE Supaéro comme Nicolas, pourquoi vous avez choisi cette filière et qu'est-ce que, comme jeune étudiant, vous pensez dans cette sortie de crise de Covid, de la façon dont les jeunes vont voyager demain et à titre personnel, ce que vous en pensez? Écoutez, quant à mon choix de filière, on va dire que l'aéronautique est une passion depuis tout petit. J'ai la chance d'avoir 2 parents contrôleurs aériens qui ont longtemps exercé à Roissy. Donc, j'ai grandi les 10 premières années de ma vie dans la tour de contrôle de Roissy. Donc, forcément, ça influence fortement. Ça a fortement influencé mes études supérieures, puis j'espère ma future carrière. Concernant le voyage, comme beaucoup autour du plateau, je ne compte pas renoncer au voyage. J'ai eu la chance de beaucoup voyager plus jeune, grâce à mes parents justement, de découvrir beaucoup de pays. Et pour moi, c'est une expérience extrêmement enrichissante de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. C'est aussi en apprendre beaucoup pour soi. Si on voyage seul, par exemple, c'est se mettre en immersion ailleurs. Donc, il y a vraiment beaucoup de bénéfices au niveau des voyages. Mais l'urgence climatique fait qu'il faut sans doute repenser la manière dont on voyage. On ne peut plus utiliser l'avion comme on a eu tendance à le faire peut-être ces 10 dernières années, de passer 2 week-ends par mois, prendre l'avion pour aller dans des villes européennes, dans un ultra-consumérisme, comme s'il y avait des listes de choses à voir et qu'il fallait vite cocher. Je pense qu'il faut repenser le voyage, y donner plus de sens, peut-être y passer plus de temps, y aller moins souvent, voyager moins souvent, mais y passer plus de temps. Et au lieu de cocher des cases pour dire qu'on a vu les 10 merveilles du monde, plutôt profiter des voyages qu'on a l'occasion de faire. Et je pense que en tout cas, le Covid m'a permis de prendre du recul sur ce genre de choses. Et que voilà, désormais, il y a certaines pratiques peut-être que ça viendra que je reprenne l'avion pour aller passer un week-end dans une ville européenne. Et profondément, au fond de moi, ça me dérange beaucoup. Merci beaucoup, on va revenir vers vous. Alors je vais peut-être tout de suite dire, en demandant à Nicolas peut-être de commencer le tour de table, ce débat, il est plein de contradictions finalement, parce qu'on a tous, vous l'avez tous dit, le voyage est nécessaire, il fait partie de notre mode de vie. Et puis, en même temps, on a cette conscience qui avait démarré certainement avant la crise Covid, mais qui a été amplifiée. Il y a eu ce mouvement dit de la honte de prendre l'avion, qui est plutôt venu, bien sûr, de la jeunesse, pas seulement, mais en tout cas d'une conscientisation de la crise climatique. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut traiter cette contradiction? Est-ce qu'elle est soluble autrement que par la sobriété ou la décroissance, Nicolas? Est-ce que vous êtes sur un scénario où on n'a pas le choix, il va falloir réduire notre consommation de voyage, en tout cas notamment en avion, changer nos modes de comportement, ou est-ce que vous pensez que, ça sera l'un des éléments, je crois, au cœur de ce débat, par peut-être l'innovation et la technologie, on pourra, peut-être plus vite qu'on ne le pense, résoudre cette contrainte? Alors, on touche du doigt bientôt la grande question de la technologie dans ce débat et de ce que l'avion peut nous apporter là-dedans. Peut-être que, je ressens le besoin de repartir de la base. J'ai entendu Quentin parler d'urgence climatique. On parle de l'urgence de réduire de 5% nos émissions de CO2 par an. Entre 2005 et 2019, le trafic aérien, ses émissions ont augmenté de 40%, 42% exactement. On arrive à diminuer dans la limite technico-industrielle où on est les émissions des avions de 2% par an. Les chiffres
ne fonctionne pas. On ne peut pas à la fois augmenter le trafic de plus 4,5% par an ou 3% comme c'est prévu entre 2020 et 2040 après Covid, vouloir réduire nos émissions de 5% par an, ce qui équivaut à un Covid au passage, et à la fois... Sachant que l'ensemble de l'industrie aéronautique mondiale, c'est 3% des émissions mondiales, et on ne parle que des transports. Donc il y a d'autres, sans vouloir plaider pour l'avion, je ne suis pas là pour défendre, mais pour dire qu'il y a d'autres acteurs dans l'écosystème mondial, dans l'économie mondiale, qui polluent aussi. Donc la question de savoir par quoi on commence, et pourquoi on commencerait plutôt par contraindre les gens à ne plus prendre l'avion, peut poser débat, notamment pour les raisons de liberté de Mais pourquoi est-ce qu'on commencerait à les contraindre par faire autre chose? Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à contraindre ou à diriger, inviter à changer nos comportements dans l'ensemble des secteurs en fait? Pourquoi est-ce que l'aéronautique et le fait de prendre l'avion auraient une place particulière comparé au fait de manger, au fait de vivre, au fait d'avoir des enfants qui puissent vivre en bonne santé? Je ne crois pas que j'ai envie de donner cette place-là à l'aéronautique personnellement, mais après... Non, mais c'est votre choix, hein, ça peut être un autre débat. En tout cas, ce que vous dites, c'est que l'équation ne fonctionne pas. C'est ça votre... L'équation ne fonctionne pas. Quand on écoute les scientifiques, en tout cas. Là-dessus, je me permets de présenter aussi la tribune qu'on avait fait paraître le 29 mai 2020 avec plus de 700 étudiants de toutes les écoles aéronautiques de France, ce qui est vraiment représentatif en réalité. On ne peut pas forcément se rendre compte, mais c'est un tiers de mon école d'ingénieurs qui a signé cette tribune, qui reconnaît, affirme que la technologie est insuffisante pour diminuer suffisamment les émissions de gaz à effet de serre de l'avion et son impact climatique, parce qu'il faut parler de son impact climatique. 2 tiers des impacts climatiques de l'avion ne viennent pas du CO2, mais des effets hors CO2, que ce soit par création de cirrus, donc de nuages, ou par des effets de chimie de l'atmosphère, etc. Donc, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes également. En tous les cas, ce secteur, il a à faire des énormes efforts, comme tous les autres. La technologie ne suffit pas. Et donc, oui, en fait, c'est pas brandir la sobriété comme une petite étiquette ou comme du greenwashing. C'est que oui, il va falloir changer nos comportements. Non, on ne peut plus prendre l'avion une fois par an pour aller à l'autre bout du monde, passer un week-end, passer 2 semaines. En fait, non, ça, ce n'est plus possible. Il faut accepter ça, que quand on agit pour le climat, quand on agit pour le vivant sur cette planète, il y a des choses qu'on fait et qu'on doit changer. On va y perdre certains aspects de notre vie. Oui, faire, comme on discutait tout à l'heure, Rome-Londres en 2, 3, 4 heures, c'est... Oui, non, ce sera plus possible. Bientôt, ça devra prendre une demi-journée. Ça, c'est une chose. Ce qu'on y gagne, par contre, et là où moi je suis fier de porter ça, c'est qu'on gagne du temps auprès des personnes qu'on aime, on gagne du temps auprès des relations, des rencontres qu'on peut créer sur cet ensemble de voyages. Et j'ai l'impression de peut-être passer pour la personne un peu pessimiste de l'affaire. Et au contraire, moi, ça me rend très enthousiaste, en fait, d'avoir ce renouveau du voyage, ce renouveau de l'imaginaire qui permet de se projeter, dans un monde qui est vivant, où il n'y a pas que du béton partout, où on n'est pas malade à partir de 20 ans, etc. Et tout ça, c'est permis par, effectivement, des changements de comportement qu'on doit réfléchir collectivement. Et je pense que le débat qu'on a ici, il est très intéressant et il gagnerait largement à pouvoir être déployé plus largement. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en donnant la parole à tout le monde. Alors, on va peut-être écouter Coralie également là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Je ne sais pas si elle est pessimiste. Elle peut paraître en tout cas punitive ou en tout cas excessive. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, ça me semble impossible de conjuguer avion et écologie dans un monde qui se meurt, et bientôt des catastrophes vont certainement arriver. Et ça commence en fait aujourd'hui. À l'autre bout du monde, il y a des îles qui commencent à pâtir des conséquences du réchauffement climatique, mais en France aussi. En France, c'est 50 000 morts de la pollution atmosphérique par an. Et donc, on ne le voit pas forcément, mais la crise climatique, elle commence à arriver. Et je pense qu'il faut être réaliste, dans le sens où il faut réinventer le voyage. Et donc, on ne pointe pas forcément du doigt seulement l'industrie aéronautique. C'est pas ça. C'est que toutes les industries doivent se réinventer. Et je pense qu'on a tout à réinventer aujourd'hui, le voyage et l'usage de l'avion. Et je suis assez d'accord. Et quand vous parlez de punition, d'écologie punitive, je trouve ça assez dommage finalement, parce que je suis également assez enthousiaste par rapport au monde de demain. Je pense que le monde de demain a beaucoup à nous apporter, des voyages plus proches ont beaucoup à nous apporter. Et ça, beaucoup de gens ont déjà compris. En France, il y a notamment plusieurs entreprises qui investissent dedans. Je pense à Explora Project. Et donc, c'est un monde qui m'enthousiaste. Et je pense qu'on ne devra pas se passer de l'avion demain. Peut-être qu'il faut commencer par contre à réduire le trafic aérien. Parce qu'aujourd'hui, c'est 4% de croissance par an.
quand on met de côté le Covid, c'est 4% de croissance du trafic aérien par an. Et donc je pense que c'est plus possible et qu'il faut donc repenser l'usage de l'avion et commencer à décroître lentement, mais sûrement. Donc on a écouté, si j'allais dire, le parti plutôt de la décroissance comme solution au problème. Il y avait un débat tout à l'heure, on le voyait quand même, ce que les gens souhaitent, c'est quand même visiblement de reprendre l'avion le plus vite possible. Donc, on avait tout à l'heure un débat sur la reprise du tourisme. Donc, moi, je ne sais pas si je dois choisir un camp, mais ce que j'observe quand on regarde les chiffres, c'est qu'il y a un désir de reprendre l'avion qui est très fort. Après, la question de savoir si c'est écologique et si par ailleurs c'est bon ou pas pour la planète, c'est un vrai débat et c'est notre débat. Mais ce que j'ai envie de demander peut-être aussi, c'est, je dirais, aux deux qui représentent, alors j'ai pas dit le camp pro-avion, on n'est pas là dans un débat droite-gauche, c'est pas la question, mais qui vont être ceux qui vont travailler dans cette industrie. Comment est-ce que vous voyez, face à cette contradiction, la situation? Peut-être je vais commencer par vous, Samuel, parce que on le voit, on est dans un musée de l'air et de l'espace qui est l'incarnation du progrès. Progrès technologique. Alors évidemment, le temps du progrès, mais quand on pense à l'histoire de cette industrie, puisqu'on en fait le procès, sur un siècle, elle a fait des progrès, y compris, et bien sûr, de performance énergétique tout à fait considérables. Et si on se projette sur la décennie à venir, parce que vous êtes, je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, mais 22 ans. Oui. 22 ans, donc sur la décennie à venir, quand vous serez dans la décennie prochaine, est-ce que vous avez l'espoir? On nous parle de l'avion à hydrogène. On a vu voler ici des avions électriques, ça commence à marcher. Est-ce que vous avez espoir quand même que la technologie, grâce à la pression certainement qui est exercée par ceux qui disent qu'il faut faire attention et être plus sobre, peut-être qu'on n'a pas fait assez attention, est-ce que cette pression peut accélérer les changements? Alors, on le disait tout à l'heure, on fait le procès du secteur aéronautique, mais en effet, c'est un secteur qui est en constante progression et qui représente 3% des émissions. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer. Les motoristes travaillent là-dessus. On sait que voilà, un avion consomme environ 2,5 litres au 100 par passager. C'est vraiment... je crois au progrès et aussi à la conscience collective. Pour moi, c'est l'alliance des deux qui fera que demain, on arrivera à nos objectifs d'avion. Alors je ne dirais pas décarboné, parce que si on prend le cycle d'un avion de sa fabrication à son démantèlement à la fin, évidemment, il y aura une empreinte carbone. Mais du moins, d'amoindrir énormément cette consommation. Est-ce que vous croyez à un avion zéro émission? Ce matin, Thierry Breton a annoncé pour une alliance industrielle européenne notamment, pour l'avion zéro émission. Est-ce que ce terme zéro ne vous choque pas? Je crois qu'il vous choque un peu. Ouais. On va en reparler avec les autres. Disons, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faut vraiment être transparent sur les chiffres. Quand on dit zéro émission, c'est zéro émission à l'utilisation, pas du tout à la fabrication. Maintenant, c'est déjà un premier pas. Il ne faut pas que la cause écologique devienne un argument marketing. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, en effet, oui, zéro émission à l'utilisation, oui, totalement. On développe l'électrique, on n'y est pas encore, du moins pas sur l'avion commercial à cause du poids des batteries. On développe l'hydrogène, je pense qu'on a la capacité, Airbus d'ailleurs s'est lancé nous a donné une date, 2035. 2035. Exactement, oui. Alors, un point qui m'a choqué, c'est que dans les études que vous faites à l'École des Mines, il n'y a pas d'hydrogène. Non, pas encore. Ouais, on va leur envoyer le signal qu'ils peuvent faire mieux. Disait tout à l'heure, il y a un petit peu d'inertie. Ouais. Ça va arriver. C'est quelque chose qui est vraiment... L'Allemagne investit massivement, la France investit massivement. En plus, c'est une bataille certainement pour l'industrie du futur. Mais bien sûr. Et en aéronautique, comme dans les autres industries, l'hydrogène aura sa place et va avoir sa place, oui, dans les transports et autres. Alors oui, en effet, zéro émission, pourquoi pas. Maintenant, on a des combats technologiques, le stockage de l'hydrogène. On a beaucoup de problèmes à résoudre, ça. Évidemment, mais je crois en la deadline qui est donnée. Voilà. Alors, je vais me tourner vers la future pilote. Vous êtes peut-être déjà une pilote, d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez déjà volé, certainement, mais peut-être pas dans un avion. Voilà. Est-ce que vous piloteriez un avion électrique? Comment vous vous projetez vous-même face à cette bascule, on va reparler du terme de bascule, cette bascule technologique de votre industrie?
Bah déjà, la bascule, elle est en cours, c'est-à-dire que j'en profite pour faire un peu de pub à mon école qui a acheté, enfin qui a pas acheté, mais qui, enfin je suis pas sûre, mais donc qui a à sa disposition un pipistrel pour la formation des pilotes, et donc j'ai des collègues qui vont commencer à voler dessus parce que le but c'est que justement une partie de la formation des pilotes se fasse sur avion électrique. Personnellement, je pense que c'est le progrès et j'aurais aucun problème à voler sur des avions nouvelle génération. Il y a un point qu'il faut soulever quand même, c'est que la certification d'un avion, pour des raisons évidentes de sécurité, ça prend du temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on est obligé de parler des horizons 2035 parce que ça prend du temps à être certifié. Mais personnellement, je crois évidemment en le progrès et en la technologie. D'autant plus que les ingénieurs de demain sont des jeunes comme nous qui sont animés par cette conscience environnementale. Et donc je pense qu'ils mettront peut-être 2 fois plus d'énergie dans des recherches pour trouver une solution ou des solutions durables parce que potentiellement on aura des avions électriques sur des petites distances, de l'hydrogène sur un peu plus grand et du biofuel sur des distances plus grandes. Donc on n'aura pas une solution unique durable. Mais personnellement, je peux parler un peu plus de rendre l'avion plus vert dans ses opérations, parce que c'est un énorme levier d'amélioration. Aujourd'hui, sur tous les avions qu'on a qui sont en opération, on pourrait améliorer de 30 à 40%, réduire de 30 à 40% les émissions de CO2 juste en les opérant mieux, c'est-à-dire en optimisant les trajectoires, les montées, les descentes, en utilisant un cran de volet de moins, en roulant avec des taxis, avec des camions en fait, électriques, voilà, qui tracteraient les avions plutôt que d'utiliser les moteurs. Donc il y a énormément de choses qui sont faisables aujourd'hui. Qui sont déjà un peu en cours, exactement. Peut-être pas à l'échelle, mais est-ce que du coup, par rapport à ce que disait Nicolas, et on y reviendra, mais ou Coralie, est-ce qu'il n'y a pas une vertu de la pression qui est exercée par ceux qui disent attention, on est face quand même à il faut sauver la planète, quand on peut s'inquiéter pour la planète. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a cette accélération dans votre industrie ? C'est possible que ça cause cette accélération, effectivement, et c'est très bénéfique, je pense, pour le secteur. Est-ce qu'il y a eu un déni, pour le dire autrement, pendant peut-être trop longtemps ? Je pense pas qu'il y ait eu de déni du secteur. Je pense que le secteur se penche quand même sur les questions environnementales depuis un certain temps. Et n'avait pas les solutions, peut-être. Exactement, et peut-être, je pense qu'il y a aussi eu du temps avant de mettre des moyens dans chercher des solutions, parce qu'on se disait que voilà, le kérosène serait éternel et que pour le moment, c'était pas un problème. Mais comme le disaient si bien tous mes camarades, l'urgence climatique, elle est là. Et c'est important qu'on ait tous conscience de ça. Et donc, il faut mettre en place des solutions pour que l'avion pollue moins. Mais personnellement, je ne crois pas que la décroissance, ce soit une solution. Parce que, et si effectivement l'avion pollue, l'avion et le voyage ont énormément de bénéfices et il ne faut pas les oublier. Alors, je vais me tourner de nouveau vers Quentin avant de revenir vers Nicolo. Quentin, sur ce débat, ce que j'ai envie de vous demander, parce que par rapport à Nicolas, vous avez, je crois, pris des positions qui sont plus nuancées. Vous avez vous-même travaillé sur un rapport sur l'avion décarboné. Alors, est-ce qu'il faut vraiment y croire ? Est-ce que ce débat qui a été un peu abordé par Samuel, est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing de la part de l'industrie à annoncer comme ça un avion zéro émission ? À quoi il faut s'attendre vraiment en matière de progrès aéronautique, d'après vous ? Je suis plutôt optimiste sur le fait qu'en 2035, on ait un avion hydrogène. Je pense que d'ici là, on sera capable de maîtriser les technologies hydrogène. On sera capable, on l'a vu, prochainement, il va y avoir des tests sur des monocouloirs avec 100% de biocarburant. Le problème, ça va être plus l'écosystème qui va être autour de l'aérien. Est-ce qu'on sera capable de produire de l'hydrogène ? Déjà, est-ce qu'on sera capable de produire assez d'avions pour renouveler suffisamment les flottes si on part sur des avions hydrogène et dans quel laps de temps ? Est-ce qu'on sera capable de produire suffisamment d'hydrogène décarboné ? Parce qu'en France, on part peut-être du principe qu'on a une électricité assez propre grâce à notre réseau nucléaire, mais si on va faire de l'hydrogène en Pologne avec de l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité faite de charbon, on sera dans des ordres de grandeur presque pire que du kérosène, quoi. Donc, c'est plus l'écosystème autour de l'aérien qu'il faut mettre en mouvement, dont il faut réfléchir dès maintenant. Personnellement, sur les solutions technologiques, je suis réellement optimiste. Je pense que les horizons donnés par Airbus sont plutôt corrects. D'ici 2035, il serait 5 ans de maturation de technologie, puis après 10 ans de développement d'un programme avion. C'est tout à fait possible. Ensuite, à voir... tout dépendra du retour de la croissance de l'aérien ou non. Au final, c'est le plus gros problème.
Est-ce qu'on aura toujours 4% de croissance, qu'on aura plutôt 3%, comme le disait la TAG dernièrement? Est-ce qu'un jour, on retrouvera les niveaux de croissance et même les niveaux de trafic de 2019? Rien n'est sûr. Et donc, il est sûr que la planète ne peut pas soutenir une croissance de l'aérien à 4% avec le développement technologique qu'on a vu précédemment. Et même si on l'accélère un peu, ça paraît compliqué. C'est pour ça que il faut se doter de mécanismes de régulation du trafic aérien pour, sans forcément être dans la décroissance, mais être en mesure de contrôler la croissance pour qu'on puisse arriver dans des objectifs fixés, quel qu'il soit, que ce soit Corsia, même si c'était assez peu ambitieux, que ce soit un budget carbone, comme le préconise le Shift, par exemple. Donc, c'est ces objectifs et cette problématique énergétique qui, pour moi, sont les plus problématiques comparées au niveau à la progression technologique de l'aérien dans laquelle j'ai plutôt confiance. Nicolas, peut-être pour prolonger le débat sur la question du modèle économique du transport, parce que c'est aussi ça, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que le juge de paix, finalement, ne va pas être simplement l'économie de marché? C'est-à-dire que si on veut produire, si on voit le modèle de transport aérien du futur, on peut espérer un avion électrique peut-être pour les courtes distances, l'avion à hydrogène pour les moyens courriers, et si j'ai bien compris, le biocarburant principalement pour les longs courriers, à moins qu'on arrive à faire aussi des longs courriers à hydrogène, mais enfin, on n'en est pas encore sûr. En tout cas, ça veut dire une nouvelle peut-être régulation, y compris du prix du billet d'avion, par simplement le prix de la technologie qui va s'imposer. Parce que, comme l'a dit Quentin, et comme vous l'avez dit également Nicolas, à un moment donné, oui, il n'y a qu'une seule planète. Pour produire ces progrès technologiques, on ne va pas forcément être sur le même niveau de prix low cost qu'on a pu connaître. Il va falloir payer vraiment le prix finalement de son voyage. Comment est-ce que vous voyez, vous, les conséquences de cette... est-ce qu'il va y avoir une sélection par le prix d'une certaine façon, ce qui peut être peut-être la moins bonne façon de résoudre le problème, mais ça on en reparlera avec Nicolas. Alors, moi tout simplement, je partirai d'un constat et je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je pense que la mobilité, la rencontre des gens, donc la possibilité de voyager est quelque chose de per se très positif. Donc je ne penserai pas à un modèle de paupérisme comme quelque chose de positif. Bien sûr, ça implique qu'il faut avoir de la conscience, qu'il faut absolument prendre conscience du problème et s'engager pour résoudre ces problèmes. Par rapport à l'évolution de la régulation du marché, selon un rapport sorti de McKinsey en avril dernier, les prix vont certainement augmenter pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, à cause de la pandémie, mais c'était déjà une tendance présente déjà avant, le secteur aéronautique va souffrir d'un endettement très important. Au rapport, effectivement, dette, chiffre d'affaires qu'à 2024 pourrait toucher entre 110 et 121%. La deuxième raison, comme vous l'avez dit, effectivement, les investissements qui sont nécessaires. Et à ces propos, oui, moi je suis complètement d'accord que c'est très positif qu'il y a une très forte pression sur les secteurs aéronautiques pour renouveler, pour innover, pour trouver des solutions un peu plus courageuses même. Mais il faut aussi reconnaître que les secteurs aéronautiques, depuis les premiers vols en Caroline du Nord des frères Wright à début 1900, a beaucoup innové par rapport à des autres secteurs. Mais la pression est quand même toujours positive. Troisième raison, c'est qu'effectivement, il y aura probablement une pression, surtout de la part des gouvernements des pays plus développés, d'introduire des tarifs. Et ça va faire augmenter certainement les prix un peu des billets. En même temps, il faut dire qu'il y a deux typologies effectivement de voyages. Les deux raisons principales, c'est effectivement les voyages d'agrément et les voyages business. Le premier, on est en train d'assister un peu à une croissance très forte, même plus au-delà des attentes, et en Chine, mais aussi en Europe, dans les pays plus développés. Pour ce qui concerne effectivement les déplacements pour des raisons business, ce secteur va souffrir. On a découvert toutes et tous, étudiants, professionnels, les avantages effectivement du télétravail, les avantages effectivement... Sachant que le digital n'a pas une empreinte écologique nulle, non plus. Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas si entre un Paris-New York ou beaucoup de Zoom...
Je sais pas, enfin, je pense que le calcul reste quand même en défaveur du Paris-New York. Oui. Encore, aujourd'hui en tout cas. Et aussi, non, par rapport à ce qu'il disait justement Nicolas avant, et lui, il a mentionné, à mon avis, très correctement, le fait que les facteurs polluants, effectivement, du secteur aérien ne se limitent pas aux émissions de CO2, mais tu as parlé, effectivement, de cirrus artificiels. Et ça, c'est très juste. Il faut avoir toujours une prise de position, un point de vue très omnicompréhensif, global. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent effectivement à la pollution. Mais ça ne concerne pas que les secteurs aériens. Parce qu'on a dit, pour moi, c'est ma position, il ne faut pas empêcher les gens de se déplacer. Avant, on parlait effectivement du train. Est-ce qu'on est vraiment sûr que les trains représentent une véritable alternative à l'avion et que c'est effectivement quelque chose d'advantageux? Il y avait une table ronde sur ce sujet, on pourra y reparler. Le bilan carbone d'une nouvelle ligne de TGV peut être un sujet. Mais justement, moi, je veux juste mentionner... On parle bien d'une nouvelle ligne. Hein. Oui, tout à fait. Mais pas un acteur négligeable ou qui est un très fort lien avec les secteurs aériens. Ce n'est pas Airbus, ce n'est pas les groupes ADP. C'est le Eurocontrol, qui est l'autorité de contrôle du trafic aérien, qui estime comme effectivement l'investissement sur les grandes lignes en Europe n'amènerait pas effectivement ces grands avantages. Pas du tout, et même au contraire. Et il faut un peu diviser, si on prend les transports aériens, on a parlé tout à fait court courrier et long courrier. Donc court courrier, moins que 500 km. Ça représente en Europe plus ou moins le 24% du trafic aérien. Mais ça est équivalent seulement au 3,8% des émissions de CO2. Alors que le grands émetteurs, c'est-à-dire les longs courriers, c'est plus que 4000 km. Et ça, c'est 47,6% des émissions de CO2. Et est-ce que le train va substituer ces genres de déplacements? Pas du tout. Est-ce que le train est écologique partout? Parce qu'en France, peut-être pour prolonger le débat et avec Nicolas sur la contradiction, j'avais évidemment envie de dialoguer avec vous aussi là-dessus, sur cette alternative, parce que c'est ça finalement qu'on propose, ces deux modèles. Mais la France, évidemment, avec l'électricité nucléaire, on peut débattre, mais en tout cas nucléaire, donc sans émission de CO2, et ces investissements très lourds que votre génération va continuer à payer, parce qu'il y a une dette du ferroviaire qui est quand même assez lourde, mais qui a permis d'aménager le territoire, et encore pas parfaitement. On voit bien qu'il y a des zones qui ne sont pas traitées. Donc est-ce que c'est pas un peu est-ce que la France n'est pas, de ce point de vue-là, avec sa loi climat, peut se permettre de faire des choses que d'autres pays, avec des distances plus longues ou moins d'infrastructures de transport, ne pourraient pas, et donc n'ont pas tellement d'autres alternatives que l'avion? Sur le sujet de l'international, il y a beaucoup plus de complexité peut-être, mais on peut voir par différentes échelles déjà. Moi, je voulais juste revenir sur l'aspect démocratique que tu as mentionné, Nicolo, et cet aspect d'inégalité qu'on n'ose pas franchement affirmer. Mais en fait, quand on parle de, j'entends, les gens veulent reprendre l'avion, non. Une petite classe aisée parmi les pays du Nord veut reprendre l'avion, oui, et beaucoup de personnes en Asie de l'Est veulent copier ce modèle et s'autoriser à prendre l'avion. Aujourd'hui, 1% des voyageurs représente 50% des émissions. Ça, c'est un fait. Est-ce que vous avez la source de ce chiffre? Oui, du coup, on en a discuté. Je l'ai retrouvé, ça vient de Global Environmental Change. Donc, ça date de novembre 2020 et c'est un chercheur suédois qui a bossé là-dessus de l'université de Lund. L'idée, c'est que de toute façon, ce chiffre, c'est peut-être 1 ou 2% de la population pour 50 ou 60% des émissions. Le fait reste le même. Est-ce que je peux juste vous répondre sur ce point? Profondément inégal. François Mitterrand avait employé cette expression, les pacifistes sont à l'ouest et les SS-20 sont à l'est. Est-ce qu'aujourd'hui, les environnementalistes et finalement ceux qui ont honte de prendre l'avion sont à l'ouest, et ceux qui veulent prendre l'avion sont les gens du sud? Alors pour le coup, ce que vous dites, et je ne dis pas, je ne connais pas le chiffre, donc je ne devrais pas le contester, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans cette démocratisation, tous les gens qui n'ont pas pu prendre l'avion et qui sont aujourd'hui en train d'accéder à la possibilité de le faire, en Asie, vous l'avez cité, mais pas seulement, en Afrique, partout. Et alors vous dites des classes aisées, mais pas forcément, par le biais de l'avion. Il y a quand même énormément de gens, de classe moyenne, de plus en plus, qui accèdent au voyage, à cette mixité culturelle. Est-ce qu'il n'y a pas... ou alors il faut dire, nous on va prendre le train et on va leur laisser, parce qu'on a suffisamment pris l'avion, on laisse l'avion à ceux qui n'ont pas pu le prendre. Ça pourrait être une autre façon de faire de l'égalité. Déjà, prendre en compte les responsabilités historiques, effectivement, ça pourrait être une belle voie pour rechercher la justice. Oui, non,
cette démocratisation, elle n'est que très, très, très partielle. J'entends, 2019, c'est le moment le plus démocratique de l'avion. En même temps, on n'a jamais autant pris l'avion qu'avant la crise Covid. C'était en Oui, nombre mais de passagers. Qui est on Bah, Aujourd'hui, en France, les cadres j'allais dire supérieurs le monde prennent... entier quand même prenait l'avion avant la crise Covid. Les cadres supérieurs prennent 17 fois plus l'avion que les ouvriers en France, 17 fois plus. Pourtant, le pourcentage de cadres en France n'est pas 17 fois plus supérieur aux ouvriers, je ne crois pas, ou alors on ne vit pas dans la même France, mais voilà. Donc voilà pour cet aspect un peu inégalité sur ce point-là. Coralie, peut-être, vous avez écouté ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous pensez, vous est-ce qu'il y a c'est un sujet politique finalement pour vous aujourd'hui ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, l'avion, c'est extrêmement inégalitaire. Et on parle de démocratisation de l'avion, mais en réalité, il y a vraiment une fine couche de la population qui peut le prendre et qui se permet de le prendre de manière régulière. Effectivement, beaucoup de Français prennent l'avion, mais c'est extrêmement rare. Et concernant les pays en développement, effectivement, ils ont envie de prendre l'avion. Et je le comprends tout à fait, puisque l'avion permet des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'on est sur une même planète et que la crise climatique, encore une fois, c'est vraiment une urgence. Donc, ils vont être contraints, malheureusement, de ne pas suivre le récit que nous, occidentaux, nous leur avons, entre guillemets, transmis. Le problème, c'est un problème de récit. Je pense que l'avion est quelque chose d'extraordinaire et qu'il y a eu toute une légende autour, toute une histoire qui est très belle. Mais malheureusement, on va devoir, je pense, pour des raisons physiques et des raisons climatiques, prendre moins l'avion. Ça ne veut pas dire... je pense que personne ici ne veut supprimer totalement l'avion, que le secteur aérien... que le secteur aérien finisse, en termine. Mais je pense que malheureusement, ces populations-là, elles vont devoir peut-être prendre un peu moins l'avion. Et je pense que ce sera une obligation, maintenant peut-être à nous, de prendre encore moins l'avion pour peut-être leur laisser la possibilité. Tu parlais de responsabilité historique. Effectivement, je pense qu'elle est réelle. Alors, je continue le tour de table. Sur ce débat-là que vous venez d'entendre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou est-ce que vous pensez qu'il y a une forme peut-être exagérée de voir le problème ? Je pense qu'on a une époque où l'avion n'a jamais été aussi accessible. Je suis allé à Venise pour 20 € aller-retour. Ça ne veut pas dire que le prix moyen... Ce n'est pas forcément le prix du CO2 que vous avez consommé. Absolument pas, non, voilà. Ça veut absolument pas dire le prix moyen du CO2 de votre avion ne devait pas être à 20 €. Ni le prix moyen de l'avion, il n'est absolument pas à 20 €. Un qui paye 20 €, l'autre 200. Exactement, voilà. Ça, c'est le modèle de prix. Et c'est ça, exactement. Mais c'est un moyen de donner accès à toutes les classes de la population. Par contre, je pense qu'avec le développement de nouvelles technologies, y compris l'hydrogène, des biocarburants, etc., le prix de l'avion va augmenter. Ça, c'est quasiment une certitude. Est-ce qu'il faudra pour ça, d'après vous, on en avait un peu parlé, une taxation ? Une taxation, oui, pourquoi pas. Quelque chose. Finalement, une taxation, c'est comme un arbitre. Hein. C'est lui qui donne les règles. Il faut que ce soit quelque chose d'égalitaire. Mais il faudrait que ce soit international. Et international, exactement. C'est peut-être le rôle de l'OACI, je ne sais pas trop. Mais en effet, c'est une nécessité. Maintenant, empêcher les pays en voie de développement de prendre l'avion, je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment compliqué. D'ailleurs, on ne doit pas avoir la main dessus. Et c'est pas quelque chose. La honte de prendre l'avion, elle n'est pas tellement du côté des pays, de l'est de l'Asie. Ouais. De ce qu'on en voit, c'est plutôt un phénomène assez occidental. Oui, mais on craint du boom de l'Asie. Et... Ça voudrait dire que la conscience écologique est plus occidentale qu'asiatique, je ne sais pas, mais. On craint ce boom d'envie de voyager des pays en voie de développement, et c'est tout à fait normal. Mais oui, encore une fois, je crois en le progrès, etc. Le prix moyen du billet d'avion va augmenter. Si on prend le prix d'un kilo de kérosène fait avec de l'eau actuellement, c'est 6 €, pardon. Le prix de l'hydrogène, fait à partir de l'eau, c'est 6 €. Si on prend le prix d'un kilo de kérosène, c'est 50 centimes. Quoi. Donc, en effet, le prix, en conséquence, va peut-être pas augmenter 12, mais je compte sur les organisations et l'organisation internationale pour justement réguler ces prix et orienter le transport vers quelque chose de plus vert avec la taxation. Pourquoi pas, oui. Morgane, vous vous apprêtez à aller exercer votre métier en Asie, donc finalement, si je comprends bien.
Je pense qu'on touche du doigt en fait à un vrai problème de l'aérien, c'est que l'aérien c'est un domaine qui ne connaît pas de frontières en fait, et que avec la loi climat etc. Enfin vraiment je trouve que c'est un super travail ce qu'on fait la convention citoyenne etc. Et la loi climat propose vraiment des choses concrètes et applicables en France et c'est très bien. Mais l'aérien c'est un problème en fait mondial et l'urgence climatique c'est un problème mondial et en l'occurrence traiter l'aérien et réduire les voyages en France, ça aura juste comme impact d'augmenter en fait. Enfin, les parts de marché seront reprises en fait juste par des opérateurs européens et même si ça se trouve par des opérateurs européens low cost qui ne compensent même pas leur transport et qui justement proposent des billets à des prix dérisoires, qui ne financent même pas les taxes d'aéroport. Donc je pense que là il y a un vrai problème et la question ce serait comment est-ce qu'on peut réglementer ça au niveau international. Donc c'est quand même un sujet très compliqué je pense à traiter. Nicolas, sur le débat, finalement, c'est ce que craignent les partisans, en tout cas, d'arrêter de prendre l'avion, c'est les effets rebonds. C'est-à-dire, on en parle beaucoup, vous avez esquissé, mais cette question-là, comment est-ce que vous la percevez, vous? Est-ce qu'elle va être une réalité? On le disait tout à l'heure dans le précédent débat, les gens, je parle des consommateurs, ont un désir. Donc, si on leur rouvre le ciel, il y aura de plus en plus d'avions et toutes les compagnies. Je crois que ce chiffre, je ne sais pas si vous le connaissez, je le citais, je crois que 90 nouvelles compagnies aériennes se sont créées pendant la crise. Alors, par rapport à ce qu'on disait avant, moi je mentionnerai aussi un sondage réalisé par l'Eurobaromètre en juin 2020, donc après déjà le début de la pandémie, où la large majorité des interviewés déclaraient qu'effectivement, ils considéreraient exclusivement des autres moyens de transport, seulement si les coûts et le temps effectuant des voyages étaient le même que l'avion. Donc, il y a quand même des informations un peu contradictoires. Après, je trouve aussi très intéressant les débats à propos des responsabilités historiques. Effectivement, il y a des responsabilités hétérogènes, différentes entre les pays un peu plus développés et les autres. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans les pays les plus développés, pas tout le monde a les mêmes responsabilités. Il y a quelqu'un, et je ne parle pas seulement de la situation présente, mais il y a quelqu'un qui a effectivement contribué à polluer, si on peut parler en ces termes, pendant 50 ans, voire plus. Alors que des autres, non, alors que des autres ont commencé à voyager tout simplement grâce à ces prix dont on parlait avant. Donc, est-ce qu'il faudrait effectivement différencier un peu. Il faudrait aussi effectivement penser à ces personnes qui, sans des prix accessibles, sans l'avion, n'auraient pas la possibilité de voyager. On parlait encore du train. Le train, c'est très bon et qui a le temps et surtout les moyens financiers pour prendre les trains peut le considérer. Mais il y a la grande majorité des personnes qui sont encore exclues. Donc, ça, c'est un sujet aussi auquel j'y tiens plutôt. Parce qu'il faut toujours dire que des personnes, et je parle notamment de la classe moyenne et aussi les classes un peu plus populaires, ont commencé à voyager un peu en Europe, pas encore dans des autres continents, mais très récemment. Donc, est-ce qu'il est vraiment correct de considérer tous les citoyens, toutes les personnes des pays développés de la même manière? Moi, je pense que non. Quentin et Nicolas, enfin, on peut faire un petit... Qu'est-ce que vont devenir tous les étudiants de Supaéro si on ne voyage plus en avion? Vous allez conduire des trains? Ou inventer des trains? Quentin? Je ne sais pas si on va conduire des trains. L'aéronautique aura toujours un avenir. De toute manière, je ne vois pas un monde sans avion avant les 50 prochaines années. Il y aura peut-être moins de tourisme, il y aura sans doute beaucoup moins de voyages d'affaires, mais l'avion sera toujours là et il y aura toujours besoin, en tout cas, il y aura toujours une quête d'efficacité opérationnelle, d'efficacité dans la conception. Je pense qu'on est vraiment tourné maintenant dans un monde, dans l'objectif de la décarbonation. Il faut quand même se rendre compte que moi, je suis rentré à l'école en 2017 et on ne parlait quasiment pas d'hydrogène, de biocarburant. On nous apprenait la dynamique du vol, la mécanique des fluides. Et c'est vraiment quelque chose de très récent, en tout cas dans notre école avec Nicolas, qu'on commence à évoquer ces sujets-là, qu'on se fait sensibiliser au réchauffement climatique et à ses conséquences. Et je pense que c'est quelque chose de très important, cette sensibilisation, et que il y a vraiment besoin dans
dans les pays, en tout cas utilisateurs de l'avion, mais globalement dans le monde entier, que les gens soient sensibilisés au réchauffement climatique et à ses conséquences. Je ne suis pas pour qu'on limite l'utilisation, qu'on interdise à telle personne de prendre l'avion parce qu'il l'a déjà pris 3-4 fois dans l'année. Tout le monde a une bonne raison de prendre l'avion. On peut aller voir sa copine à New York, son frère en Afrique du Sud. Il y a plein de gens qui ont de la famille un peu partout dans le monde. Mais il faut avoir conscience de l'impact qu'on a, en tout cas actuellement, quand on prend l'avion. Et c'est cette sensibilisation qui va d'elle-même amener les gens à être plus responsables dans leur utilisation de l'aérien. Et on peut penser à deux, trois outils qui peuvent être très simples, qui pourraient améliorer les choses. Déjà, on pourrait afficher tout simplement l'impact carbone du vol lors de l'achat du billet. Et peut-être que les utilisateurs de l'aérien plutôt sensibles aux causes environnementales vont choisir une compagnie qui émet moins comparé à une autre, et ainsi de suite, par rapport à la densification des cabines, par exemple. Donc cette sensibilisation, pour moi, c'est vraiment, et la responsabilisation des populations, c'est vraiment le nerf de la guerre dans le changement climatique. Et c'est pour ça que l'aérien et toute l'industrie doit clairement assumer, et tout à l'heure j'écoutais la présidente directrice générale de Transavia le disait, l'aérien doit assumer qu'elle émet, mais elle doit montrer que, et ça fait déjà quelques années et les projets se multiplient, qu'elle est dévouée dans une quête de décarbonation. Et ça, pour moi, on peut pas lui retirer qu'elle est clairement en train de changer d'orientation, et que quand on passe quand même, ça fait 50 ans qu'on fait les avions de la même manière, avec le même carburant, et que là, en l'espace de 5 ans, on s'est dit, eh ben, pour l'environnement, on va changer de type de carburant, on va essayer de développer de nouveaux avions. C'est quand même une étape majeure, je trouve. Peut-être Nicolas, et pour un mot de conclusion, parce qu'on arrive, le temps est passé, mais juste vous faire une remarque, je ne sais pas si vous avez vu la première start-up du ferroviaire, pas si la première, mais une start-up du ferroviaire vient d'être lancée pour des voyages de nuit confortables par le fondateur de Kiss Kiss Bang Bang. Est-ce que c'est un symbole de la transition pour vous? Je n'ai peut-être pas vu, mais c'est une initiative qui a été annoncée il y a quelques jours. Voilà, j'avais pas vu, non, mais merci pour ça. Je pense que c'est essentiel effectivement de repenser tout ce mode de transport-là et de prendre de l'initiative sur comment est-ce qu'on repense fond en comble le transport sur des longues distances. Typiquement, le voyage de nuit doit revenir sur le devant de la scène très largement. Juste pour moi, ce que j'ai envie d'apporter en termes de conclusion, c'est vraiment rappeler cette urgence en fait. Je ne sais pas si on en a assez conscience de cette urgence, qu'elle soit écologique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit démocratique. En fait, quand on parle de oui, effectivement, on en parle un peu plus, c'est chouette. L'hydrogène, peut-être, ça apportera des solutions, c'est chouette. Un avion à hydrogène 2035, déjà, ça me paraît ambitieux pour les informations que j'ai, et j'encourage à lire les rapports du GIEC, à lire les rapports du Shift Project, à lire les rapports de BL Evolution, etc. Mais 2040 déjà pour un avion à hydrogène par Airbus, ça me paraît ambitieux, ce sera pas mal. Et par contre, en fait, la grande majorité de notre bilan carbone et de nos impacts climatiques, on va les faire entre 2020 et 2040. Aujourd'hui, on est à plus 1 degré. En 2035, a priori, selon le prochain rapport du GIEC qui va sortir, et ce que disait Cyril Dion en connivence avec des chercheurs de ce même rapport, on sera à plus 1,5 degré en 2035. On va arriver à plus 2 degrés très probablement en 2040. En fait, l'urgence, elle est réelle. On devrait agir maintenant. Et ce qui se passe, c'est que la cartouche technologique, elle sert à décrédibiliser des politiques publiques qui pourraient être constructives, qui pourraient être globales, qui pourraient apporter de l'équité, de la démocratie et du partage du bien commun fondamental qu'est le voyage. Et ça, on en est tous conscients ici du bien commun que ça représente, de la chance que nous, on a eu de voyager. Mais pour l'instant, cette chance, elle n'est pas du tout partagée. Et le fait d'utiliser la technologie pour cacher les efforts qu'on pourrait faire pour partager ce bien commun, pour moi, il est complètement désastreux. On doit le partager et on doit agir et réfléchir collectivement pour faire en sorte que en 2035, on ait déjà trouvé beaucoup de solutions et que collectivement, en changeant nos comportements et en prenant ce renouveau des imaginaires avec beaucoup d'enthousiasme, en fait, on en profite de cette transition-là au lieu de la subir ou de se voiler la face avec des faux défis technologiques. Merci Nicolas. On va laisser le mot de la fin à notre pilote. J'espère qu'on volera avec vous, Morgane. Peut-être un mot de la fin sur cette idée de réconcilier à la fois la technologie et la conscience, comme le dit, comme tous finalement, vous êtes assez d'accord sur cette conscience, je crois qui peut être contre, et cette idée que simplement pour que cette industrie et pour que des jeunes comme vous puissent rêver de voler et puissent vous transporter dans des avions demain, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des clients pour qu'il y ait une industrie. Encore faut-il qu'il y ait une industrie
qui ait la rentabilité suffisante pour pouvoir investir dans ces changements. Je crois que c'est ça le point de bascule dans lequel on est. Et je peux témoigner qu'au Paris Air Forum, on en est à la 8e édition. Jamais on aura autant parlé, en tout cas, que cette édition-là d'écologie. Et je vous en remercie d'avoir été tous là pour ce débat. Donc le mot de la fin à notre pilote. Mais Nicolas est complètement d'accord. L'urgence climatique, elle est là aussi. Et je pense qu'on a tous des réflexions internes à mener, etc. Personnellement, c'est vrai qu'il y a eu un moment, ça a créé une dichotomie entre mon envie d'être pilote d'avion et en même temps cette conscience environnementale. Mais après, je pense que chacun a ses responsabilités individuelles, à avoir une responsabilité individuelle. Chacun a à faire ses choix. Je ne pense pas non plus qu'il faille mettre des règles, justement parce que c'est mondial et qu'on n'a pas d'organisme mondial qui sera là pour mettre des règles. Et parce que l'aérien est un domaine, un milieu qui fait rêver. Et ce rêve, ce voyage est très important, je pense, dans nos sociétés, même si je suis d'accord que cette urgence climatique, elle est là et qu'il faut énormément inciter à la sobriété, à la transparence sur l'impact carbone qu'on a. Et pour moi, c'est vraiment la clé, c'est la transparence, c'est investir dans l'innovation et mettre en place toutes ces mesures qui sont déjà applicables aujourd'hui et il faut juste les appliquer. Dans combien de temps vous serez commandant de bord ? Ah, c'est une grande question, ça. Déjà, je vais essayer de rentrer dans un cockpit. Combien de temps il faut pour devenir commandant de bord ? Et combien il y en a des pilotes, des femmes, simplement pour terminer sur ce point ? Les femmes, il n'y en a pas beaucoup. On est sur moins de 10% quand même au niveau de la moyenne mondiale. Pour les commandants de bord, pour être commandant de bord, il faut à peu près 15 ans. Ça dépend des compagnies, mais à peu près une 15 ans, quinzaine si je d'années. comprends bien, on vous réinvite en 2035. Et vous atterrissez au Bourget avec un avion hydrogène, c'est ça ? Eh ben, j'espère. Voilà, ça sera la conclusion de ce débat. Je voudrais vous remercier tous les 6. Merci aussi à Quentin qui est à Toulouse, la patrie de l'aéronautique, et donc en direct du musée de l'air et de l'espace du Bourget. J'espère que pendant longtemps, on pourra continuer à rêver de voler, mais de rêver aussi à ce que la planète soit toujours là pour qu'on puisse voler au-dessus. Au revoir, merci.